Salam alaikum, Ajal Fillaben, bonjour. Mon nom est, Foura Mohamed. Je suis enseignant d'architecture au département d'architecture de l'université de Constantine III et je vais vous présenter un cours sur l'histoire critique de l'architecture qui fait partie du programme de formation en licence architecture au sein de l'université Constantine III. Le thème est sur la préhistoire et le premier refuge. Ce qu'on va développer, c'est le paléolithique en Algérie, donc la période du paléolithique en Algérie. Alors d'abord, je voudrais vous montrer cette carte qui nous montre tous les sites préhistoriques sur le territoire national. Donc c'est ici, ce sont surtout donc des sites paléolithiques. Comme vous voyez, donc, que ce soit au nord de l'Algérie, dans le Sahara ou au sud du pays, nous avons un grand nombre de sites préhistoriques de la période du paléolithique. Donc, le paléolithique en Afrique. Je dois juste rappeler que la première pierre taillée par l'homme commence donc par le paléolithique. Le très ancien paléolithique concerne surtout donc l'Afrique parce que tout simplement l'homme y apparaît vers 3 millions d'années, soit au moins 1 million d'années avant que le paléolithique n'apparaisse en Europe. Le paléolithique, toujours inférieur en Algérie, et effectivement, donc, tout le territoire est parsemé. Vous pouvez trouver au nord des grottes, des cavernes, des abris sous roches. Vous pouvez trouver donc beaucoup de dolmens. Dans la seule région de Galma, il y en a plus de 3000 et pratiquement donc dans tout le nord, donc vous trouvez des dolmens. Ensuite, les cavernes, les grottes du Tassili qui sont un musée à ciel ouvert. Alors, l'Algérie a été habitée par des hominidés descendants de l'homme de Néandertal, donc le paléolithique, les Capsiens, donc du nom de la ville de Gafsa en Tunisie, qui s'appelait Capsa, qui a été par les Romains, et c'est le Capsien est l'équivalent donc de l'homme de Cro-Magnon. Et voilà ce qu'on appelle les Ibéro-Mauriciens, mais ça c'est au néolithique. La préhistoire, donc, en Afrique du Nord, a commencé par la rencontre de deux esprits. Alors, celui de l'individu qui a façonné un outil et exécuté une gravure sur la paroi d'une grotte, et celui de l'homme moderne qui a pu décrypter la pensée des premiers hommes. 1200 fois plus longue que l'histoire, la préhistoire est l'immense période qui s'étend des origines de l'homme jusqu'à l'apparition de l'agriculture et l'écriture. Donc, soulever les questions quotidiennes des civilisations préhistoriques a constamment été donc une préoccupation pour l'homme. Bien que donc ne possédant pas de preuves écrites, l'homme donc aspire à connaître sa préhistoire qui commence il y a plus de 3 millions d'années avant notre ère. Alors bien qu'il n'ait pas d'écrit, la préhistoire a laissé d'innombrables objets, vestiges archéologiques les plus divers, donc traces de refuges construits ou naturels, ossements, pierres de taille diverses, silex, os travaillés, portraits, dessins rupestres dans des grottes ou des abris sous roches. Comme nous l'avons montré donc dans le premier cours, comparé au cycle historique suffisamment documenté à travers les ouvrages écrits, la durée de la préhistoire en Afrique du Nord dure plus de 200 fois la période qui a commencé avec l'apparition de l'écriture, au premier millénaire avant Jésus-Christ,
et se poursuivant jusqu'à nos jours. Alors, durant cette époque, qui va connaître certaines variations en fonction du datage fourni par les scientifiques, qui est entre 500 000 et 1 million d'années. Les régions qui forment le territoire national ont toujours été peuplées. L'existence d'une vie humaine en Afrique du Nord est donc incontestable, et ce depuis plus de 3 millions d'années grâce à des ossements d'hominidés et aussi des outils. Ce sont donc des australopithèques, ancêtres de différents types d'Homo erectus, ancêtres de l'Homo sapiens et ascendants de l'homme actuel. Le paléolithique, toujours le paléolithique inférieur d'Algérie, donc en Afrique du Nord, notamment en Algérie, les découvertes authentifient l'existence de l'Homo erectus, appelé Archanthropien, qui est contemporain des derniers australopithèques. Donc, entre 1954 et 1957, un archéologue français, Camille Arambourg, va entreprendre une étude minutieuse sur le site de Tirnif, donc à l'ouest de l'Algérie, anciennement Ternifine, près de Mascara. Alors, recherche qui se soldera par la découverte donc, de 3 mandibules, c'est-à-dire les mâchoires que vous voyez donc à gauche de la diapo. Alors, cette découverte va avoir bien sûr, répercussion mondiale, d'autant plus grande qu'elle va permettre donc l'identification d'outils lithiques, donc des pierres taillées, des outils donc taillés en pierre taillée, supposés appartenir à l'Homo erectus mauretanicus. L'Homo erectus mauretanicus, qui a vécu pendant le Paléolithique inférieur. Alors, l'outillage lithique découvert, ainsi que les fossiles de Tirnif qu'on vient de voir, 1954, lors des fouilles suivantes, sont de type achelien. Alors, achelien, donc, on fait référence à une région donc, qu'on appelle Saint-Achel. Donc, on va expliquer ça dans la prochaine diapositive. Alors, nous sommes en présence d'une des étapes de l'évolution de l'homme les plus reculées de la préhistoire qui a été découverte sur le sol algérien. Dans cette longue transformation de l'homme préhistorique va réaliser l'intérêt de l'invention et de l'usage des outils en tant que prolongement de la main. Le paléolithique inférieur, toujours, inférieur en Algérie. Alors, l'Achelien, donc, on va expliquer ce que c'est Achelien, est une civilisation de la préhistoire. Son nom vient du gisement de Saint-Achel, à Amiens en France, où fut découvert un outillage du paléolithique inférieur dans la pièce caractéristique et le biface. C'est-à-dire que la pièce est polie sur les deux faces. Cette culture apparaît en France vers moins 700 000, donc 700 000 avant notre ère. Mais en Afrique orientale, l'Achelien semble débuter il y a 1 400 000 millions d'années avant notre ère. Le biface est partout l'outil le plus représentatif auquel sont associées une pièce tranchante et de grande taille, le hachereau et les pièces nombreuses et variées sur petit éclat. La civilisation du biface, œuvre principale de l'Homo erectus, est signalée du nord au sud de l'Afrique et de l'Europe occidentale jusqu'en Chine. Le paléolithique moyen. Alors, au cours de cette période paléolithique, donc le paléolithique moyen, les hommes étaient encore donc nomades, comme on l'a dit dans nos cours sur les généralités sur la préhistoire. Et donc ces humains vivaient principalement de la chasse et de la cueillette et avaient pour refuge des grottes ou des abris sous roches. Les premiers outils taillés par l'homme étaient au début des galets rudimentaires façonnés par percussion. Alors, beaucoup ont été découverts dans les gisements de Ain Hnish près de Sétif, à Arguen, le gisement néolithique de la Zawiyut de Arguen, Tal el-Farout, le Sahara central, à Aoulef, dans le Hogar, Sahara central, et très récemment à Kankena, dans le sud de Sahara, donc près d'Elizy, donc, et près d'In Amenas, au fin fond donc, du Sahara.
Ultérieurement, paléolithique moyen, qui coïncide en Europe avec l'utilisation intensive de la technique dite moustérien-levallois de production d'un outillage à partir d'éclats, l'Afrique du Nord va se distinguer dans le développement d'une culture appropriée, identifiée par l'appellation d'Atérien, du site éponyme de Bir Hatter, au sud de Tbessa. Donc Bir Hatter, donc c'est donc on va l'appeler donc Atérien. Ce site attérien est reconnaissable à la présence d'un pédoncule sur les éclats généralement terminés en pointe. Voilà, en fait, c'est-à-dire voilà l'image donc qu'on voit à droite. Là, donc on va ajouter donc ce pédoncule donc en bas donc de la flèche. Alors ce matériel lithique de pierre se retrouve dans d'autres régions, notamment les régions côtières de Mostaganem, Ténès, Ain Tagorite, où la présence humaine a pu être datée de 30 000 ans, 30 000 ans avant notre ère. Donc, ce qu'on peut dire que voilà, l'existence d'une activité humaine en Afrique du Nord, bien qu'il existe des dissimilitudes sur lesquelles les archéologues débattent toujours, possède approximativement des caractéristiques morphologiques semblables chez l'homme de Néandertal qu'on a trouvé en Allemagne. Le Néandertal constitue un commencement de l'évolution vers le mot sapiens, alors que l'hémisphère nord subissait une période de glaciation appelée la glaciation de Würm, comme nous l'avons déjà mentionné dans le premier cours. C'est pendant cette longue évolution où l'être humain va s'accommoder à l'usage du feu dans le processus de la cuisson de la viande ainsi que l'utilisation du chauffage, comme on l'a déjà mentionné dans des cours précédents. Donc l'homme va s'adapter en Afrique du Nord, va s'adapter et dominer progressivement son environnement grâce à l'invention et le perfectionnement de ses outils et ses armes de pierre dont c'est de bois. Dans le même esprit, les premiers hommes commencent à entreprendre l'érection de leur premier refuge temporaire. Ainsi, durant la phase finale du paléolithique, l'environnement naturel de l'Afrique du Nord avait une certaine similitude avec celui de l'Europe actuelle, avec des forêts riches en gibier et des rivières et des cours d'eau abondants, qui allaient jusqu'aux limites du Sahara, connaissant ainsi un climat de type tropical. Et en même temps, donc, l'industrie lithique va connaître certaines transformations qui vont annoncer le développement culturel ultérieur. Les premiers hommes de l'Afrique du Nord vont découvrir donc aussi une transformation des paysages qui était différente de ceux d'auparavant. L'aspect des reliefs et la configuration de la côte n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Le climat était chaud et humide et la faune dont les fossiles attestent l'existence du type tchado-zambien, on y trouvait des éléphants, des rhinocéros, des hippopotames, des lions, des girafes, des autruches et même des antilopes. Alors l'homme dit de Meshtal Arabi, donc appelé aussi l'homme de l'Afrique du Nord, est un homme moderne qui possède des similitudes proches de ceux des hommes de Cro-Magnon, découverts en France, porteurs de cette culture improprement appelée ibéro-mauricienne, car la navigation par le détroit de Gibraltar ne peut être pratiquée qu'à l'époque antique. Cette culture du paléolithique supérieur s'étend d'environ 25 000 à 10 000 ans. Donc voilà pour ce qui est donc de l'homme de Meshtal Arabi, qui est l'équivalent donc de l'homme de Cro-Magnon. Cette théorie est attestée par les fouilles d'un chercheur, d'un archéologue appelé Claude Brahimi, et fut progressivement supplantée vers 2000 avant Jésus-Christ par les Capsiens, qui se sont développés au Maghreb d'environ 10 000 à 6 000 ans avant Jésus-Christ, et nommé d'après le nom du site de Gafsa en Tunisie. Le terme capsien, tiré de Capsa, nom antique de cette ville, dans la culture connue, jusque vers 4500-4000 avant notre ère, s'étendit sur les hauts plateaux de la Tunisie et l'Algérie centrale et orientale. Installés donc à l'intérieur du pays, les Capsiens vont laisser des traces caractéristiques parfaitement visibles d'importantes quantités d'escargots pris dans une couche de cendre qu'on appelle escargotière. Les escargotières ou armdillès dans la région des hauts plateaux de l'Algérie centrale et orientale, où nous trouvons le biface achélien, donc l'outil
donc l'outil hachelien, sont des monticules brillants au soleil de l'éclat de ces grosses coquilles vides d'escargots. Le biface, c'est l'instrument type qui est utilisé donc par ces capsiens. Le principal faciès culturel du paléolithique ancien est l'hachelien, donc c'est un hachel. Biface ovale, plat à tranchant rectiligne, la pointe affinée. Les pointes pédonculées, attériens, du site éponyme de Bir al-Adl, c'est ça, les pointes de flèche et de l'anse du néolithique, nouveau, lithos pierre, du capsien. Lamelles de silex en forme de triangle, de trapèze qui servaient de dents de fossiles. On a trouvé entre 4500 et 5000 avant Jésus-Christ. Des fragments de coquilles d'œufs d'autruche qui avaient la fonction de réception, donc pour faire cuire les escargots. Donc voilà tout ce qu'on a trouvé donc, dans cette région. Entre le 8e et le 5e millénaire avant notre ère, les Capsiens ont occupé, particulièrement dans le sud tunisien et le sud constantinois, un grand nombre de sites sur lesquels ils ont accumulé, en quantité parfois énorme, ces coquilles délicidées, escargots et mollusques, et des cendres mêlées de pierrailles, créant ainsi des dépôts archéologiques que les préhistoriens appellent escargotières, et les habitants du pays cendrières, ramadiettes. Alors, on a un mot sur l'architecture funéraire pendant le néolithique, le gisement de Kolomnata. Alors, on va voir Kolomnata donc, est un site près de la ville de Tiaret, à l'ouest du pays. Le panorama des œuvres d'art préhistorique serait incomplet si l'on passait sous silence les constructions funéraires. Alors, de tous les temps, il est vrai que les sociétés préhistoriques ont voué aux morts un intérêt particulier. Toutefois, jusqu'au néolithique, on ne distingue jamais avec vigueur la cité des morts de celle des vivants. Dans de nombreux gisements, les morts sont enterrés sur le même lieu de l'habitat. Dans le meilleur des cas, ils sont enterrés ensemble, mais ces nécropoles sont toujours à proximité, sinon au-dessus du lieu du séjour des vivants. Au gisement de Kolomnata, donc près de Tiaret, où la fouille de la nécropole a révélé l'existence des premiers monuments funéraires connus, ce sont de modestes dalles dressées où des amoncellements ont été trouvés et qui recouvrent le corps des morts. Gisement funéraire pendant le néolithique, le gisement de Komnata, toujours encore un mot, voilà, et voilà, c'est pour montrer les éléments qu'on a trouvés. Donc on a trouvé des ossements donc, pour reconstituer donc, un crâne et des outils. Là, ce qu'on voit ici, ce sont donc des outils lithiques qui ont été trouvés donc, sur le site de Kolomnata, près de Tiaret. Alors voilà donc pour ce cours. Donc on a ici donc des références bibliothéques, sur donc le thème. Et donc voilà, merci de votre attention et au prochain cours.